Salut tout le monde. Afin de tourner un film réaliste, le réalisateur a conduit les acteurs à filmer directement dans la forêt. Des caméras ont été installées partout dans les bois, de sorte que tous les faits et gestes des acteurs seraient enregistrés. Pour encore plus de réalisme, l'équipe de tournage a même disposé des mines terrestres et divers accessoires dans la forêt. Après avoir présenté le scénario, le réalisateur se retourna, prêt à mener l'équipe. Et là, catastrophe. Il marcha sur une mine et l'explosion se produisit, projetant des débris dans toutes les directions. Les acteurs restèrent stupéfaits, mais l'acteur principal, convaincu, pensa que c'était juste un effet spécial prévu par le réalisateur, car il avait déjà tourné de nombreux films avec des effets aussi réalistes. Un des figurants n'y crut pas non plus, il s'avança et ramassa la tête du réalisateur. « Regardez, elle ne bouge même pas, ce n'est qu'un accessoire. Ce liquide rouge, ce n'est pas du sang, c'est du sirop, non? Je vais même goûter un peu pour vous montrer. » Mais pourquoi le réalisateur prenait-il un tel risque? Pourquoi filmer ainsi? En réalité, ils étaient au Vietnam, en train de tourner un grand film de guerre. Une des scènes, tournée quelques jours auparavant, montrait les forces américaines se retirant secrètement du Vietnam. Mais à cause d'une mauvaise gestion du secret, ils furent poursuivis de près par les troupes vietnamiennes. Malgré cela, les soldats parvinrent à embarquer dans l'avion, sauf que l'acteur principal resta en arrière. Il fut criblé de balles, une dizaine de tirs successifs, et s'effondra au sol, attendant la mort. Ses camarades furent déchirés par la douleur. Mais soudain, il se releva, avant d'être à nouveau abattu, puis se releva encore. En voyant qu'il ne mourait toujours pas, les troupes ennemies ouvrirent le feu. L'acteur principal fut encore touché par des dizaines de balles et s'écroula enfin. Mais il ne tombait toujours pas, ce qui rendit les ennemis complètement fous, ils se mirent à tirer frénétiquement. La scène était très poignante, point après avoir essuyé plusieurs centaines de balles, l'acteur principal finit par tomber. Devant une telle ténacité, le capitaine fut ému jusqu'aux larmes. Il renonça à se retirer et, risquant sa vie, se lança seul, fusil à la main, pour récupérer le corps de l'acteur principal. Traversant un véritable enfer de balles, sous les yeux de ses compagnons d'armes, il parvint à le porter et à battre en retraite. Alors qu'ils allaient atteindre l'avion, un soldat ennemi surgit soudainement du sol et lança une grenade en direction de l'appareil. Dans cette situation critique, une paire de mains surgit et attrapa la grenade. Oui, c'était l'acteur principal, il n'était pas mort, et il venait de sauver l'avion de ses propres mains. Le capitaine, submergé par l'émotion, se jeta auprès de lui, attrapa sa main arrachée par l'explosion et dit, la gorge nouée, « Frère, pars en paix. Ta femme, je m'occuperai d'elle. » Quelle scène touchante! Le capitaine en pleurait, et l'acteur principal essayait de faire couler une larme, mais il n'y parvenait pas. Cela mit le réalisateur au désespoir. Il n'eut d'autre choix que de crier « Coupez !» Le capitaine, voyant que l'acteur principal ne savait même pas pleurer, se demanda comment il allait bien pouvoir jouer et abandonna tout simplement le tournage en se comportant comme une diva. Le réalisateur tenta de le retenir, mais comme il était un novice, il n'avait aucun poids face à ces deux grandes stars. De colère, il se mit à gesticuler dans tous les sens et l'équipe chargée des effets spéciaux crut que c'était un signal. Elle déclencha les explosions. Les détonations éclatèrent aussitôt. Pourtant, le réalisateur avait déjà crié « Coupez !» Mais les caméramens n'étaient absolument pas préparés mentalement. Un objectif d'une valeur de 4 millions fut détruit comme s'il avait été jeté à l'eau. Très vite, la nouvelle fit le tour de toutes les grandes rédactions. Le grand patron des investisseurs du film, en apprenant cela, appela en visioconférence et passa un savon monumental au réalisateur, en insultant toute sa famille. Le réalisateur en avait gros sur le cœur. Ces grandes vedettes, leur jeu d'acteur n'était pas à la hauteur, mais leur mauvais caractère était bien présent. Il demanda alors au scénariste de trouver une solution. Ce scénariste n'était autre que la personne ayant inspiré le personnage principal du film. À l'époque, en tant que soldat américain, il avait participé à la guerre et sacrifié ses deux mains pour survivre. Le scénariste expliqua au réalisateur que ces jeunes acteurs de maintenant n'avaient jamais connu la vraie guerre, ils n'en ressentaient absolument pas l'intensité. Si on voulait qu'ils entrent vraiment dans le rôle et tournent un film réaliste, il fallait les plonger en situation réelle. Le réalisateur décida d'essayer cette méthode. Et si cela ne marchait toujours pas, alors il changerait de métier.
Ainsi, après quelques jours de préparatifs, le réalisateur emmena les acteurs en hélicoptère dans la forêt tropicale. Il confisqua les téléphones portables de tout le monde et les détruisit sur place, puis leur annonça « Cette forêt est truffée de caméras de surveillance et de nombreuses mines ainsi que des bombes ont été enterrées. Aujourd'hui, tant que le film n'est pas terminé, ne comptez pas sortir de cette forêt. » Le réalisateur expliqua brièvement le scénario, puis se retourna pour prendre la tête du groupe. Résultat, il marcha sur quelque chose. Le réalisateur avait marché sur une mine et fut soufflé en morceaux. Les acteurs furent tous stupéfaits. Le stratège, qui avait autrefois été soldat, avait quelques connaissances sur les mines. En examinant les fragments de l'explosion, il reconnut qu'il s'agissait d'une ancienne mine française datant de l'époque coloniale où la France occupait le Vietnam. Mais l'acteur principal, lui, pensait que ce n'était qu'un effet spécial arrangé par le réalisateur. « Pas mal, Casper, pas mal », dit-il en ramassant directement la tête du réalisateur, ajoutant que ce n'était qu'un accessoire. « Le liquide rouge n'était que du sirop », dit-il en y mettant les doigts, puis en le goûtant pour les rassurer. Or, le bruit de l'explosion venait d'attirer l'attention des hommes armés cachés dans la forêt. « Chef, regarde ce morceau de tissu. On a entendu une explosion. Suivons-les vite. » Les hommes armés arrivèrent rapidement sur les lieux et observèrent en cachette. Ils virent l'acteur principal jouer avec le cadavre de son camarade, ce qui leur glaça le sang. Ils rapportèrent immédiatement la situation à leur chef. Ces gens n'ont absolument pas peur de mourir. Le chef pensa que c'était un raid de l'agence chrétienne venu les anéantir, eux, les trafiquants de drogue. Il ordonna immédiatement à ses hommes de les capturer. De l'autre côté, le capitaine, persuadé que le réalisateur était vraiment mort, proposa d'arrêter le tournage. L'acteur principal n'y croyait pas et une dispute éclata entre eux. Soudain, les hommes armés ouvrirent le feu. Tout le monde se jeta instinctivement au sol. Dans le scénario, une scène d'embuscade était prévue et l'acteur principal crut que le tournage avait commencé. Il se leva avec son arme, fit des roulades acrobatiques, s'agenouilla sur un genou et tira d'une seule main. Les hommes armés furent interloqués. Ils avaient déjà vu des gens sans peur, mais jamais quelqu'un d'aussi insensé. Ils en oublièrent de tirer. Les autres, voyant cela, pensèrent aussi que c'était un tournage et, espérant avoir plus de temps à l'écran, levèrent leurs armes et suivirent l'acteur principal en courant. Du sommet de la montagne, Bopper, observant la scène et entendant les tirs intenses, pensa que le tournage avait commencé. Il décida d'ajouter des effets visuels en déclenchant des explosions prévues par l'équipe du film. Mais les hommes armés ne savaient rien de tout ça et crurent que les ennemis avaient des soutiens armés. Leur chef ordonna une retraite immédiate. Après cette bataille, les acteurs étaient tous extrêmement excités et poursuivirent leur route en suivant le scénario. Ils étaient tous persuadés qu'ils jouaient un rôle. Même le capitaine commença à douter. Bopper, par radio, demanda au réalisateur comment étaient les effets. Est-ce qu'on a atteint le sommet de l'intensité? Mais le talkie-walkie du réalisateur avait été détruit par la mine, donc aucune réponse ne vint. Bopper et le scénariste prirent un hélicoptère pour se rendre au point d'explosion. En voyant la tête du réalisateur, ils crurent que c'était leur propre explosion qui l'avait tué. Ils commencèrent à s'accuser mutuellement et même à en venir aux mains. Dans la bagarre, la perruque du scénariste fut arrachée. C'est alors que les hommes armés revinrent par surprise, capturèrent les deux hommes ainsi que l'hélicoptère et les ramenèrent tous à leur base. En réalité, le scénariste n'était pas du tout un ancien soldat amputé, mais un escroc. Il n'avait jamais combattu au Vietnam. Bopper en fut totalement choqué. Pendant ce temps, l'acteur principal, carte à la main, s'enfonça dans la jungle. Mais il ne savait pas du tout lire une carte et conduisit les autres à errer sans but dans la forêt. Le capitaine et le stratège trouvèrent cela louche et demandèrent à voir la carte. L'acteur principal, voulant se donner un air supérieur devant la caméra, insista pour dire qu'il connaissait la route et refusa de leur montrer. Mais le capitaine profita d'un moment d'inattention pour lui arracher la carte. Le stratège l'examina et constata qu'ils allaient totalement dans la mauvaise direction. Ils analysèrent la situation. Si le réalisateur n'avait toujours pas crié « coupé », il était fort probable qu'il ait vraiment été tué par la mine. Ainsi,
Tout le groupe décida d'abandonner le tournage et de se diriger vers le point de secours indiqué sur la carte. Mais l'acteur principal ne voulait pas abandonner. Pour lui, seule la réussite de ce film lui permettrait, en tant qu'acteur déchu, de revenir sur le devant de la scène. Il décida donc de quitter l'équipe et de continuer seul. Très vite, la nuit tomba et la pluie se mit à tomber. Alors qu'il campait en pleine nature, il remarqua qu'une silhouette s'approchait dans l'obscurité. C'était une bête féroce. Il prit son couteau et se lança dans un combat à mort contre la bête. Après une lutte intense et épuisante, il remporta la victoire. Mais en regardant de plus près, il découvrit qu'il s'agissait d'un panda sauvage. Depuis tout petit, l'acteur principal était un grand fan des pandas. Et voilà qu'il en avait tué un de ses propres mains. Pris de panique, il saisit son téléphone de secours pour appeler son agent. « Vivica, raccroche tout de suite, ok? Très bien, tu as tué la prostituée, calme-toi. Voilà ce que tu vas faire. Mets la main sur de l'eau de javel, du peroxyde d'hydrogène et une putain de quantité de chaux vive. Non, un panda, un autre panda. Amanda, s'il te plaît, mec. Je veux dire, c'est probablement même pas un vrai nom. Non, un panda, une gentille créature, je me suis coupé. » Pendant que les deux étaient au téléphone, un homme armé surgit soudainement derrière le protagoniste principal, le maîtrisa de force et le ramena au camp. En raison de la brutalité des gestes de l'homme armé, le protagoniste réalisa soudain que cette fois-ci, il avait vraiment été capturé. Jusqu'à ce qu'il aperçoive une caméra dans le camp, ce qui le fit croire que tout cela avait été organisé par le réalisateur. Effectivement, c'est un tournage de film. Aussitôt, il retrouva toute sa confiance. Face à l'interrogatoire, il ne montra aucune peur. Sandy Weir, Deback John, sergent de l'armée des États-Unis, numéro de matricule 694 529 987, la scène devenait tellement sérieuse qu'un des hommes armés, pour détendre l'atmosphère, lui demanda s'il voulait boire quelque chose. Mais lui continua à jouer son rôle en mode solo, se mettant en scène comme un dur à cuire prêt à mourir sans plier. « Mon chef n'est pas aussi cool que ça. Je pensais juste que tu aimerais un peu de thé chaud. Tu n'as pas besoin de m'appeler Deback John, sergent de l'armée des États-Unis, numéro 694 529 987. Et voici un petit message de mon oncle Zan. Le preneur d'otage, de bonne foi, lui servit du thé au lait, mais se prit un coup de pied en pleine poitrine, le propulsant au loin. L'homme armé, fou de rage, en perdit le fil de ses mots. « Lâche-moi, lâche-moi ». Mais le protagoniste n'en avait cure. « T'es trop nerveux, ça va te flinguer le foie. Calme-toi, mon gars. » L'homme armé n'arrivait vraiment pas à se calmer. Il infligea alors une sévère raclée au protagoniste, le suspendit en l'air et l'immergea dans l'eau pour le torturer. Cette scène fut vue de loin par le capitaine et son équipe. Il s'avère qu'ils ne sont plus au Vietnam, mais dans la région du Triangle d'Or, un endroit où les habitants vivent du trafic de drogue sans que le gouvernement n'ait aucun contrôle. Après avoir subi les tortures, le protagoniste fut emmené devant le chef du camp pour décider de son sort. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il comprit que ce n'était pas un tournage de film. Mais quand le chef vit le protagoniste, il changea soudain d'attitude et se montra admiratif. Car dans ce village isolé, il n'y avait aucun loisir, sauf une seule et unique cassette vidéo d'un film. Et ce film avait pour vedette notre protagoniste dans Stupid Jack. Beaucoup d'habitants du coin étaient ses fans. Le protagoniste pensa qu'il était sauvé, mais le chef, un peu embarrassé, lui dit « Même si on est fan de toi, faut bien qu'on mange ». Les trafiquants appelèrent alors les investisseurs du film pour demander une rançon, 100 millions pour le libérer. Ils avaient volontairement donné un prix élevé, espérant négocier. Même 1 million leur aurait suffi. Mais contre toute attente, le grand patron répondit avec un ton désinvolte. « De l'argent? J'en ai pas. Sa vie? J'en veux pas. Vous pouvez le tuer, ou bien lui couper le zizi, lui crever les yeux, lui trancher la gorge, faites ce que vous voulez. » Les trafiquants furent stupéfaits. « C'est quoi ce gars ? Il s'en fout carrément que son acteur meure? Il n'a même pas peur que l'investissement du film parte en fumée? » Il s'avère que le grand patron avait souscrit une assurance à très haut montant pour l'équipe du film. Et s'il arrivait quelque chose au protagoniste, l'indemnisation qu'il toucherait dépasserait largement l'argent investi dans le film. L'agent du protagoniste comprit instantanément. Si le héros meurt, lui perdra son emploi. Il décida d'aller alerter la police, mais le grand patron l'arrêta et lui fit une promesse. Il lui donnerait des dollars et une villa de luxe. Pendant ce temps, le capitaine et ses hommes décidèrent d'aller secourir le protagoniste. Ils étudièrent bien le terrain, puis se séparèrent en deux groupes. Le capitaine se déguisa en fermier local et prétendit avoir capturé un étranger, ce qui lui permit d'infiltrer le camp et de rencontrer le chef.
Pendant ce temps, l'autre groupe s'infiltra discrètement dans le camp par voie sous-marine, dans le but de libérer le protagoniste. Mais ils tombèrent sur le scénariste et le spécialiste des explosifs. À l'extérieur, le capitaine parlait un mauvais dialecte local, ce qui éveilla rapidement les soupçons du chef. S'apercevant que la situation dégénérait, le capitaine dégaina son arme et prit les devants. Et la fausse arme de cinéma parvint vraiment à intimider les trafiquants. Le scénariste, l'expert en explosifs et le protagoniste furent finalement secourus. Mais à ce moment-là, l'alarme du camp retentit et de nombreux trafiquants accoururent en renfort. Le spécialiste des explosifs installa une bombe sur le pont, puis démarra l'avion. Il suffisait de faire sauter le pont et de décoller pour s'enfuir sain et sauf. Mais au moment critique, le protagoniste refusa de partir. Il dit au capitaine « Ces 2 derniers jours, j'ai développé des liens avec les gens d'ici. Il m'aime beaucoup, surtout un petit garçon. Je lui ai promis que j'allais l'adopter. Tu dois dire au monde entier ce qui s'est passé. Dis-leur ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais toi, tu dois leur dire. » Je les ai eus. Sur ces mots, il se retourna et marcha en direction des trafiquants. Voyant qu'il était déterminé, le capitaine monta à bord de l'avion. Juste au moment du décollage, une rafale de coups de feu retentit. Tout le monde pensa que le héros avait été tué. Mais il se releva et monta à bord de l'avion, sain et sauf. Il croyait avoir échappé au danger. Mais le chef du camp sortit alors un lance-dash roquette. À un moment critique, l'agent du héros arriva enfin. Il n'avait en réalité jamais trahi, et pour sauver son poste, il avait bravé 1000 dangers pour venir à leur secours. Le chef arma le lance-roquette, le missile s'élança en direction de l'avion, prêt à l'atteindre. Mais à la dernière seconde, l'agent jeta la mallette qu'il avait dans les mains, déviant le tir. Le missile fut dévissé en plein vol, c'était carrément de la science-fiction. Finalement, tout le monde s'échappa sain et sauf. Grâce aux nombreuses caméras disposées dans le camp, toutes les aventures de ces derniers jours furent enregistrées. Elles furent montées en un film, et tellement réaliste qu'à sa sortie, le film devint immédiatement numéro 1 mondial. Le protagoniste obtint même l'Oscar du meilleur acteur, et redevint une star de premier plan. La vie est comme un film. Tout repose sur l'art de jouer. Pour ceux qui aiment l'humour absurde, ce film vaut vraiment le coup d'œil. Quels sont les meilleurs films que vous avez regardés cette année? Dites-le nous dans les commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner, de partager, d'aimer et d'activer la cloche de notification pour nous soutenir. Merci et à très bientôt.